merci beaucoup. C'est un honneur pour moi et je dois dire que je suis très impressionné par ce film qui est vraiment très fort et qui est bouleversant. Et le voir à vos côtés, madame, est encore plus émouvant, évidemment. J'admire beaucoup votre courage, votre combat. On s'était vu il y a quelques années à Genève et il y avait déjà les images de vidéosurveillance, mais il n'y avait pas toute la vie de ce héros, comme l'a dit à quelqu'un. Euh, c'est évidemment une interpellation pour nous. Alors, monsieur le sénateur, vous avez dit que je suis membre du comité des disparitions forcées, mais la première précision que je dois faire, c'est que le Laos n'a pas ratifié cette convention. Donc, nous sommes impuissants, si je puis dire. En même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est deux histoires parallèles, puisque la disparition de Sambat est intervenue en décembre 2012 et la convention est entrée en vigueur en décembre 2010. Et donc, depuis 8 ans, c'est mis en place avec d'abord 20 ratifications, aujourd'hui 59 ratifications, dont le Cambodge d'ailleurs, mais très peu de pays d'Asie. Et si vous lisez les journaux, il suffit de regarder la presse de ce matin, vous voyez qu'il y a un journaliste saoudien qui a disparu en allant chercher des papiers pour se marier au consulat saoudien à Istanbul, que le président d'Interpol, qui avait été imposé par la Chine, est aujourd'hui disparu ou victime de détention arbitraire dans son propre pays, et on pourrait multiplier les exemples. Hier, il y a un festival de films mexicains à Paris et on a présenté un film qui s'appelle Guerrero, qui est un film sur les 43 étudiants qui ont disparu il y a 4 ou 5 ans maintenant. Et je crois que ces films sont beaucoup plus forts et j'espère que beaucoup de monde en France et partout pourront voir ces films, sont beaucoup plus forts pour mobiliser les consciences que des discours de juristes qui sont toujours un petit peu compliqués. Et j'essaierai d'être très simple en intervenant brièvement. Mais je crois que si on regarde d'abord la réponse institutionnelle, la réponse des Nations Unies, vous avez vu une illustration de cette réponse avec l'examen périodique universel où une question a été posée, une réponse a été donnée qui est en contradiction totale avec les images qu'on a vues, pas dans un ancêtre public porté de jugement de valeur sur l'examen périodique universel, mais en tout cas cette réponse était dérisoire et on ne peut pas en rester là. Alors, comme vous l'avez rappelé, il y a tout un travail qui a été fait par les Nations Unies, notamment la Commission des droits de l'homme et l'Assemblée générale, depuis 40 ans. La première résolution de l'Assemblée générale sur les disparitions forcées, c'était en 1978, et ça concernait les dictatures d'Amérique latine, pour aller vite. Ensuite, en 1980, un groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a été mis en place. Ce groupe existe toujours, avec 5 membres. Pour l'Asie, c'est un juriste coréen, oui, Sud-Corée bien sûr, qui est quelqu'un de remarquable. Et ce groupe est compétent pour tous les États membres des Nations Unies. Il a un mandat humanitaire, mais il concerne tous les États membres des Nations Unies, et donc il est saisi de ce cas. Je pense qu'il interroge régulièrement le gouvernement du Laos pour avoir des éclaircissements. Et tant que le cas n'est pas éclairci, tant que la personne disparue n'est pas retrouvée, le cas est toujours archivé, avec une vigilance constante de ce groupe. Et le cas figure dans les rapports. Donc pour l'État, c'est une sorte de stigmate qui dure. Alors c'est un élément du droit à la vérité ou du droit à la justice, c'est seulement un point de départ, il faut aller beaucoup plus loin évidemment, mais c'est une marque de vigilance. S'agissant du comité des disparitions forcées, lui évidemment il a des compétences beaucoup plus larges, fondées sur le droit.
Je veux dire par là qu'un État qui ratifie ce traité assume volontairement, exerce sa souveraineté pour assumer des obligations juridiques qui sont contraignantes, c'est de rendre des comptes, de rendre des rapports, d'accepter sur une base facultative des plaintes, et nous avons une procédure d'appel urgent qui est prévue par l'article 29, par l'article 30, qui permet à toute personne de saisir le comité pour demander à chercher à retrouver une personne disparue. Et là aussi, le comité poursuit ses efforts pour travailler avec l'État tant que le sort de la personne recherchée n'est pas élucidé. Donc là, on a une base plus forte d'appel urgent, mais déjà depuis la création du comité, depuis 5-6 ans, nous avons plus de 500 appels urgents qui ont été transmis au comité. Et sur ces 500, vous avez environ 400 qui concernent le Mexique, mais le reste des pays à travers le monde. Alors, plus que ces mécanismes qui ne sont pas pertinents pour un État tiers, ce qui est important, c'est aussi les principes qui sont sous-jacents à la Convention, qui reflètent d'ailleurs des principes qui avaient été adoptés en 1992 par une déclaration de l'Assemblée générale, une déclaration adoptée au consensus qui engage donc tous les États membres. C'est le principe du droit à la justice, du droit à la vérité, du droit à réparation et du droit de non-répétition. Alors, je ne veux pas développer ces principes, mais chacun est très riche de pistes pour renforcer les droits de l'homme et en particulier les droits des victimes. Et notre convention est une convention faite pour les victimes et elle a été faite par le combat des ONG et des familles de victimes qui sont très, très solidaires à travers le monde, en Amérique latine, en Méditerranée et en Asie. Donc, pour finir sur une bonne nouvelle, c'est que ce combat pour les droits des paysans porte également ses fruits aux Nations Unies. Lors de la dernière session du Conseil des droits de l'homme, la 39e session, il y a une déclaration sur les droits des paysans et des personnes vivant dans des zones rurales qui a été adoptée, qui est une déclaration très ambitieuse, qui a été adoptée par 33 États, contre 3, le Royaume-Uni, l'Australie, la Hongrie, je crois, et puis avec 11 abstentions, les pays européens. Actuellement, la France ne fait pas partie du Conseil des droits de l'homme, mais la France fait partie de l'Assemblée générale et cette déclaration sera adoptée par l'Assemblée générale en décembre prochain. J'espère que la France contribuera à l'adoption de cette déclaration qui, encore une fois, vise l'idéal de Sambat. Merci.